Il fallait bien qu'un explorateur, disant ne pas aimer les voyages, nous expliquât qui nous étions. Et nous, les indigènes, opinions du bonnet, tout en étant très étonnés de nous savoir ainsi, tels que savamment décrits. Nos mythes n'étaient pas ceux des conquêtes, ni des sagas, ni des glorieuses expéditions. Nos mythes étaient peuplés d'animaux fabuleux, des esprits des forêts, de canaux qui perçaient les nuages, et certains d'entre eux provenaient du très ancien royaume de France. Nos rêves, nos prières étaient un tapis d'épines d'épinettes. Nous étions pauvres en mots ou de mots raboudinés, de mots rapaillés, de mots rapportés, de mots gossés, taillés à la hache, ou bien encore, nous étions des taiseux, mais ce n'était pas parce que nous étions mutiques que nous n'entendions pas la musique. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Je vous ai lu cette petite prose qui était une tentative de réponse maladroite aux commentaires qu'a fait Jean-Paul Coupal sur ma page Facebook concernant Moby Dick de Melville, où Jean-Paul nous expliquait que Lionel Groulx avait, et beaucoup d'historiens catholiques de cette époque-là, avaient fabriqué des mythes. Est-ce que les peuples peuvent vivre sans mythes? Je ne sais pas. Et nous, je prétends que nous étions pauvres en mythes. Les Espagnols, les Américains ont une mythologie. Mais serait-ce que nous, notre mythologie est à venir? Ou encore serons-nous également balayés par, par cette post-modernité qui est sans mémoire? Alors, c'est une tentative de réponse maladroite, alors on va pas s'agiter avec ça. Mais de fil en aiguille aussi, j'ai j'ai eu envie de vous lire ce qui est, à mon sens, peut-être le plus beau livre de toute la littérature québécoise. Monsieur Melville, de Victor Lévy-Beaulieu. Et je vais vous en lire un passage où il sera question d'écriture, de l'écriture de Lévy-Beaulieu, mais un mot ici en vitesse sur Lévy-Beaulieu, qui est à mon avis un immense, immense, immense écrivain, et dont la démarche est comparable, d'une certaine façon, à cet écrivain allemand Winfried Georg Siebald, où on retrouve dans les livres de Siebald à la fois de l'histoire, de l'autobiographie. Siebald ne se détache jamais des sujets qu'il traite, et également une très riche iconographie, ce qui est le cas des ouvrages de Beaulieu. Je vous montre l'exemplaire, donc je vais vous lire un petit extrait ici. Et une petite curiosité, cet exemplaire-là, je m'en suis porté acquéreur il y a 5 ans, environ 4 ans précisément, et je l'ai acheté du critique Gilles Marcotte. Tenez, je montre son autographe ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Alors, Gilles Marcotte, qui est un critique, disais-je, mais qui est également un essayiste. Et l'essayiste, l'écrivain Gilles Marcotte, s'est toujours caché derrière le critique. Ses livres sont extraordinairement bons. Je vais éventuellement vous en lire quelques passages des livres de Gilles Marcotte, un écrivain pour lequel j'ai beaucoup d'estime et également, comme je vous disais, il s'est caché derrière la façade de critique. Tout en étant un critique de grand talent, j'en conviens, mais c'est surtout un écrivain, Gilles Marcotte. J'ai remarqué par ailleurs que beaucoup de critiques se cachent derrière leur travail pour être des écrivains. C'est le cas de Gilles Marcotte.
Je ne sais pas, cependant, s'il a apprécié l'ouvrage de Beaulieu. Ça m'étonnerait, mais enfin. Aussi, avant d'aller plus loin, je vous invite, et c'est ici que je vais vous lire un autre passage, cette fois-ci de Carl Gustav Jung, en réponse un peu à- au texte que vous pouvez trouver sur ma page Facebook de Michel Bellil, dont le titre est Rattrapage, ce qui devait être écrit sans que j'y ai mis le temps nécessaire. Alors Michel fait le point sur son expérience personnelle de vie et de son implication dans le mouvement social en cours, des choix de vie qu'il doit faire. C'est un beau texte, c'est un texte texturé, comme je disais, et Michel a travaillé beaucoup dans le domaine de la mode, du tissu, et c'est un texte texturé. Et n'aie crainte, Michel, le puits est sans fond, donc tu vas toujours... L'important, c'est d'être honnête. C'est tout. Le reste va suivre. Alors, il s'interrogeait, justement, et je vais lui lire ce passage de Jung qui est tiré de Psychologie de l'inconscient. Nous voilà donc revenus au mythe. Je rappelle l'affirmation de Jung. Nous avons atteint une limite. Et je repose la question. Qu'est-ce qui commence au-delà de cette limite? Nous ne pouvons certes pas le savoir, mais du moment que j'ai cité Jung, permettez-moi de le citer en entier. Une minorité, trop faible encore, se demande si en définitive, la meilleure façon de servir la société et les hommes ne serait pas de commencer chacun par soi-même, d'essayer d'abord et uniquement sur sa propre personne, dans sa propre économie interne, les réformes prêchées à tous les carrefours. Un certain bouleversement de l'ordre établi et le renouveau sont une nécessité pour chaque individu, mais il ne s'agit pas de les imposer aux autres sous le couvert hypocrite de l'amour chrétien du prochain, du sentiment de la responsabilité sociale ou je ne sais quel autre prétexte masquant des besoins inconscients de domination. Comment guérir cet aveuglement collectif qui sévit à l'heure actuelle? On ne peut envisager sa guérison que si chacun fait un retour méditatif, sincère, loyal et profond sur lui-même, retour qui le ramènera au fond humain primordial, à l'essentiel de sa propre nature et qui lui permettra de dégager de ses gangs sa vraie vocation individuelle et sociale. Alors j'enchaîne immédiatement avec M. Melville, Victor Lévy-Beaulieu. Écrire, ce n'est pas très difficile. Surtout quand je suis comme je suis, capable d'absorber n'importe quoi, le ridicule et le sublime, le dénaturé et le dérisoire. Ce qui s'admet moins, c'est que je n'aille pas plus loin et plus creux. Si j'interroge quelques-uns des grands livres de l'histoire, Don Quichotte, Moby Dick, Ulysse, La mort de Virgile, Les Reconnaissances, je me dis que ce sont là de grandes œuvres, et ce qu'il y a de plus achevé dans la littérature, des sommets presque obscènes de beauté, des lieux véritablement totalitaires, qui échappent à tout questionnement, parce que tout simplement, ils sont là, se suffisant à eux-mêmes, sans autre interlocuteur possible. Ici, Gilles Marcotte a annoté le dernier passage. Ce qui revient à dire qu'il serait dérisoire de vouloir les faire siens. C'est pourtant tout ce qui me fascine, et c'est à ce niveau que je situe mes exigences
en tant qu'écrivain. Ce n'est pas la littérature qui est ma passion, mais cette présomption que parfois elle puisse devenir autre chose, quelque expérience limite de l'homme, une assomption de liberté. Et je fouille dans ses vies, et je fouille dans ses œuvres, et je fouille partout, et je n'arrive pas à faire une connaissance de mon savoir. C'est pourtant tout ce qui donne son sens à l'écriture. Le reste, ce n'est bien souvent que l'exploitation astucieuse de quelques bonnes vieilles recettes qui ravalent l'écrivain au rang de scribe et fait de lui l'élément le plus conservateur de toute société, celui qui ne compose qu'avec la reproduction. De l'écriture comme ralentissement. Encore un passage annoté par Marcotte. Le mot pourrait être exact, tandis ce qui me détermine, c'est de faire venir au monde la sublime différence, celle qui abolirait le vieux temps et ferait donc passer le seuil à ce que je suis. Mais je suis bien obligé d'avouer que ce projet ne repose sur rien, que sur ma vie que j'aimerais faire éclater, pour ainsi dire, définitivement. Je ne sais plus qui a dit que pour écrire un grand livre, il fallait une bonne dose de naïveté, c'est-à-dire la foi. Et c'est là tout le problème, parce que je me sens être plutôt du côté des mécréants, avec rien que ma gratuité à faire venir, ce qui fait que je m'appelle Abel Beauchemin et que je vis au Québec dans ce petit État équivoque qui ne peut trouver ses appuis dans l'histoire, sinon pour se percevoir comme colonisé, ce qui ramène tout de suite la notion d'absence à celle de l'immobilité. Je ne suis pas un nègre blanc et je n'ai droit ni au nous ni au je. C'est à peine si je pourrais dire on. C'est à peine si je pourrais être équivoque. Ouais, vous voyez, il dit ici qu'il s'appelle Abel Beauchemin parce que justement, Beaulieu s'est caché c'est caché lui-même aussi derrière des personnages de romans qu'il a lui-même fabriqués pour essayer de redonner un sens et pour essayer également de fabriquer, lui aussi, avec des outils dérisoires, un mythe. Le mythe de notre peuple. Hein? Je dis notre, et puis je ne sais pas si moi-même j'ai le droit de le dire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à aller visiter ma page Facebook où on y trouve bien souvent des commentaires fort pertinents. Et je suis ravi de constater que ce n'est pas un lieu d'affrontement. Je ne souhaite pas cela. Et on va plutôt échanger on va plutôt échanger des idées. On va plutôt s'ouvrir des pistes l'un à l'autre de réflexion, ou de pensée, ou de méditation. Je suis content de constater qu'il n'y a pas de ces joutes intellectuelles qui sont si lassantes à la fin. Je vous invite également à me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et je vous invite aussi à me rendre visite à cette librairie d'occasion, les d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier très enneigé de Côte-des-Neiges. Allez, merci et bonne journée à tous.